Bonjour, chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectatrices, chers amis internautes. Nous revoici pour décortiquer l'actualité qui se passe en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, l'actualité en République démocratique du Congo a un impact sur toute la région et pour ne pas dire sur le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes à notre 24e rendez-vous. Nous voulons bien aborder le chapitre sur les préalables de l'AFC M23. Une analyse comparative des préalables. Nous pourrons remonter dans le temps pour voir si, puisqu'il y a des négociations, qu'est-ce que le M23 AFC présente comme préalable et faire une étude comparative par rapport à l'AFC, le M23 et même un crochet sur les revendications ou les justifications du Rwanda de sa présence dans le territoire congolais. Alors, le préalable de M23 AFC, selon une fuite d'informations, il demande des mesures de confiance, c'est-à-dire un engagement public du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à un dialogue franc avec l'AFC M23. L'AFC M23 pense que jusqu'à ce moment, le président Tshisekedi n'est pas sincère dans les négociations, bien qu'ils se présentent tous à Doha. Ça, c'est la première revendication. La deuxième revendication repose sur l'abrogation de la résolution du 8 novembre 2022 votée par notre Assemblée nationale. Pour comprendre les tenants, la profondeur de cette revendication, notre Assemblée nationale a pris la résolution le 8 novembre 2022. Cette résolution interdit au gouvernement congolais le brassage des troupes. Donc, plus question de brassage des troupes et d'intégration de groupes armés dans les forces régulières, dans les services de défense et de sécurité. Pourquoi l'Assemblée nationale a pris cette résolution, d'ailleurs appuyée par tout le peuple congolais? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a une rébellion, on finit par brassage, mixage et on donne des grades. Et finalement, après 2-3 ans, les mêmes personnes qui ont été adoubées par le gouvernement congolais se retournent encore contre le gouvernement et prennent les armes. Donc, plus question de brassage, plus question d'intégration. Et comme vous le savez aussi, quand on a parlé, d'ailleurs c'est le cardinal Ambongo qui parlait d'infiltration, qui parlait des agents doubles, donc l'Assemblée nationale qui représente le peuple congolais, a pris cette résolution de plus question de brassage et de mixage et d'intégration des troupes. La troisième demande de M23 AFC, c'est l'annulation des condamnations à mort et la cessation des poursuites et l'annulation des mandats contre pratiquement les responsables de l'AFC et M23. Et vous savez qu'il y a eu des condamnations à mort, notre justice a condamné des gens. Et nous retournons pratiquement à ce qui s'est passé en 2012-2013 et qu'en 2019, l'ancien coordonnateur du mécanisme national de suivi a pris une décision unilatérale pour annuler toutes les infractions, toutes les poursuites contre les anciens du M23. Et aujourd'hui, avec les poursuites judiciaires, le M23 demande qu'on annule tous les mandats contre eux, les mandats contre les responsables de l'AFC M23. Il demande aussi la libération de tous les détenus civils et militaires arrêtés ou accusés d'être de connivence avec l'AFC M23. Vous savez par exemple qu'il y a eu un procès, un grand procès contre le député Mwanga Tchouchou. On demande sa libération. Vous savez qu'il y a eu un procès contre Eric Kuba. On demande d'être leur parrain ou d'être leur défenseur, leur avocat. Donc, il a même signalé que dans le gouvernement, dans les institutions et même dans l'armée, en citant même le général Massunzu, dans l'armée, il y a des Banyamulenge. Donc, cette demande-là, pratiquement, n'est pas opportune, mais comme nous sommes là à faire une analyse comparative, nous comparons effectivement le cahier des charges d'un M23 AFC qui dépose auprès du gouvernement. Donc, voilà un peu, en quelques mots, le cahier des charges du M23 AFC. Mais revenons alors, parce que c'est une analyse comparative, nous prenons quelques points de l'interview que M. Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23, avait accordé à Colette Brackman. Je pense que c'était le 8 février 2025
au Serena Hotel de Goma. Alors, Corneille Nangaa a présenté 3 raisons qui l'ont poussé à prendre les armes, qui l'ont poussé à s'attaquer à la République. La première raison, c'est l'absence de l'État. La deuxième raison, c'est la mauvaise gouvernance. Et la troisième raison, c'est la question identitaire, la négation de la nationalité des Tutsis, parce qu'il ne faut plus les cacher. Et Corneille Nangaa précisait que Félix Tshisekedi était illégitime et que Félix Tshisekedi avait instauré une dictature maladroite qui s'est manifestée par l'arrestation des opposants, qui s'est manifestée par l'exil de certains opposants, en citant nommément le président Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Et il finissait en disant que la dictature de Félix Tshisekedi s'est manifestée aussi par la chasse au Ema de l'Ituri. Et alors, il ajoutait qu'il prenait les armes contre Félix Tshisekedi, il s'attaquait au gouvernement de Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi avait recyclé les FDLR et que la garde républicaine de la République démocratique du Congo était composée de FDLR. Les FDLR, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des Hutus rwandais accusés de génocide et qui sont sur le territoire congolais. FDLR signifie simplement Hutus rwandais génocidaires. Il est allé même plus loin en disant qu'il mettait l'assassinat du général Delphin Kayimbi sur le dos de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi il voulait le venger. Mais il finissait par, s'il a pris les armes contre Tshisekedi, qu'il appelait lui-même le monstre, c'est parce que le gouvernement Tshisekedi a confisqué la mine de Corneille Nangaa, les carrés miniers de Corneille Nangaa, des Inokondo à Ituri. Et que Félix Tshisekedi avait aussi confisqué la mine de Rubaya de Mwanga Chuchu. Donc, voilà les raisons pour lesquelles Corneille Nangaa a créé l'AFC pour chasser Tshisekedi. Et ces raisons-là, nous les comparons avec les raisons avancées par le M23 pour voir effectivement si ce sont les mêmes raisons. Mais nous nous rendons compte qu'il y a 2 ou 3 points qui reviennent. Les 2 ou 3 points qui reviennent, c'est notamment la défense de la minorité ou des minorités. Et comme nous l'avons dit, nous n'allons pas revenir sur les EMA parce que les EMA ne se sont jamais déclarés être minoritaires ou bien avoir eu des problèmes avec le président Félix Tshisekedi. Donc, voilà les revendications de l'AFC, de l'AFC de Corneille Nangaa, les revendications des M23. Alors, faisons un petit détour au niveau du Rwanda. Le rapport Mokabelisa du 3 janvier 2024, déposé le 3 juin 2024 au Parlement rwandais, donnait une raison fondamentale qui justifie la présence du Rwanda sur le sol congolais. Et je vais lire la phrase pratiquement telle qu'elle avait été écrite. Le Rwanda est en République démocratique du Congo pour défendre les Tutsis du Nord Kivu, les Banyamulenge dont Tutsis du Sud Kivu et les Ema de l'Ituri menacés d'extermination par les Congolais. Donc nous retrouvons les revendications du Rwanda dans la bouche de Corneille Nangaa. Mais comme nous l'avons souligné, les Tutsis, les Ema, les Banyamulenge, à notre humble avis, n'ont jamais été menacés comme communauté ethnique. Alors, l'analyse comparative de toutes ces revendications dégage quelques points. Le premier point, c'est que, à en croire toutes les 3 revendications, la crise qui secoue le Congo, la crise qui a conduit aux guerres pendant 30 ans au Congo, est une crise interne. La crise qui a fait des milliers de morts à Goma, des milliers de morts à Bukavu, des déplacés à Goma et Bukavu, des camps de déplacés détruits, c'est une crise interne qui n'a rien à voir avec le voisin. Ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, d'ailleurs, cette première constatation, c'est aussi le point de vue de la CENCO et de l'ECC. Pour la CENCO et l'ECC, le problème qui secoue la RDC, qui déstabilise la RDC, c'est un problème purement interne. Et il faut régler ces problèmes internes avant d'aller à l'extérieur. Curieusement aussi, on voit que la délégation des pèlerins de la CENCO et de l'ECC parcourir le monde entier, c'est qu'il y a une contradiction. Parce que si le conflit n'était que ce qu'ils pensent être le conflit, c'est-à-dire un problème interne de la RDC, on ne comprend pas pourquoi la CENCO parcourt le monde entier pour alerter sur cette crise-là. D'ailleurs, on peut même mettre un couac quand la CENCO dit que
elle est reçue, la Senko SCC, la délégation est reçue par les gouvernements voisins, mais la Senko SCC ne nous dit pas pourquoi elle n'est jamais allée au Burundi. Peut-être le Burundi avait refusé de le recevoir, mais nous devons savoir pourquoi on a vu le Rwanda supporter a supporté le séjour de la Senko, le Kenya a supporté le séjour de la Senko, l'Ouganda a supporté le séjour de la Senko, sauf le Burundi. La Senko SCC ne s'est jamais présenté au Burundi. Ils ont des raisons sûrement. Deuxième point, il n'y a aucune allusion insistante sur la question des FDLR. Le M23 ne fait même plus allusion à la question des FDLR. Il y a à peine Corneille Nangaa qui dit que la garde présidentielle est composée des FDLR. Mais dans les revendications, le problème des FDLR plutôt, on n'en fait pas. On n'en fait pas allusion. Donc c'est encore un autre paradoxe parce que pour le Rwanda, depuis 30 ans, s'il vient au Congo, c'est effectivement pour neutraliser les FDLR parce qu'il constitue un danger. Troisième remarque, aucune allusion n'est faite sur le problème des réfugiés congolais Tutsis vivant au Rwanda. Le Rwanda aussi nous accuse de refuser des Tutsis congolais qui sont réfugiés au Rwanda. Mais dans les revendications ici, que ce soit du M23, que ce soit de l'AFC, que ce soit même le point que nous avons cité ici du Rwanda, le rapport du parlementaire, on ne fait pas allusion. C'est vrai dans le rapport parlementaire, puisque nous n'avons pas pris tous les points, dans le rapport parlementaire, on parle aussi des FDLR. Mais dans la bouche des Congolais, on ne fait pas allusion aux FDLR. Un autre point, aucune allusion n'est faite sur la présence de plus de 4000 soldats rwandais sur le sol congolais. Le rapport des experts des Nations Unies, le monde entier, il sait que les soldats rwandais sont là pour appuyer la RDF et pour appuyer le M23 AFC. Mais dans les revendications ici, on ne fait aucune allusion à ce retrait ou à la présence des soldats rwandais sur le sol congolais. Donc, aucune allusion à la présence, et quand on ne fait pas allusion à la présence, naturellement, on ne fait pas allusion au retrait. Et donc, que ce soit l'ECC, Senko, que ce soit l'M23, que ce soit Corneille Nangaa, l'AFC, personne ne reconnaît la présence des soldats rwandais sur le sol congolais. Et comme nous l'avons dit, c'est encore une contradiction sur le propos du cardinal Ambongo de décembre 2019, qui parlait des infiltrés, qui parlait de la balkanisation du Congo. Alors, il y a une question qui nous revient, des questions sans réponse. Admettons qu'il y a intégration des troupes de l'AFC M23 dans l'armée congolaise. Cette intégration se fera sans recensement. Parce que eux ne reconnaissent pas la présence des soldats rwandais au Congo. C'est-à-dire que, en réalité, s'ils sont 50 000, s'ils sont 100 000 individus, tous deviendront des soldats congolais. Et nous reviendrons sur l'infiltration, sur la déstabilisation du Congo et sur le plan de la balkanisation. Deuxième question qui vient, alors, puisqu'ils se sont battus avec des armes lourdes, avec des armes sophistiquées, avec des équipements, des derniers cris pour prendre Goma, lorsqu'ils vont intégrer les FARDC, ces armes-là, ils vont le remettre au FARDC ou ils vont le retourner au Rwanda, comme on a vu en 2006, en 2012 aussi, avec la chute de Tchange. Une autre interrogation, on ne veut pas qu'il y ait de justice, comme la Senko l'a souligné. Pas de coupables, pas de criminels, pas de justice, mais réconciliation. On ne veut pas qu'il y ait de justice. On ne veut pas juger les criminels, on ne veut pas juger les responsables. Le jeudi 10 avril, à Kinshasa, le mécanisme national de suivi a balancé un documentaire au Collège des hautes études de défense et stratégie, CHES, un documentaire recensé avec tous les cas de tueries et de tueries atroces. Tous ces Congolais morts, tous ces Congolais tués, tous ces Congolais, comment dirais-je, massacrés aveuglement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, pour la Senko et les CC, pour les M23 AFC, ce sont des gens qui partent dans le compte de perte et profit. Ce sont des questions que nous nous posons. Et l'autre question, aujourd'hui au Congo, on a institué les génocosts. Donc, cimetière de Kisangani, et Makobola, tout cela, il faut
effacer cela de la mémoire des Congolais parce qu'il faut une réconciliation. L'Union européenne, qu'est-ce que nous en disons? Et les sanctions des États-Unis d'Amérique et la résolution 2773. Donc, voilà un peu comment les discussions vont achoper. Ça sera sûrement Iran-Irak, ça sera terrible et il est difficile vraiment de penser qu'on veut la paix si on pose des conditions pareilles. Parce que c'est pour les mêmes raisons. D'abord, en 1996, c'est de la nationalité de Banyamulenge que la guerre a commencé. Et en 1998, pour la rectification, parce qu'on chassait les Rwandais, le RCD est né et nous avons connu le 1+4. Le 1+4 qui a donné naissance pratiquement au brassage. Et comme cela ne suffisait pas, en 2009, toujours à cause de mécontentement, des doléances qu'on exprime mal, en 2009, nous avons connu le mixage. Mais vous savez, le problème c'est quoi? C'est que ces gens, ils viennent, ils se donnent des grades supérieurs à ceux qui sont à Kinshasa, et souvent, ils étaient ennemis, mais ils deviennent les chefs ou des commandants des gens avec qui ils se sont battus. Et enfin, comme nous l'avons dit en 2009, c'était les mixages, qui sont des raisons qui ont conduit l'AFDL, le RCD, le CNDP, le M23E, le M23 New Look et aujourd'hui le M23 AFC. La question, elle est simple. À supposer que Tshisekedi acceptait tout cela, que le peuple congolais applaudissait, demandait au président Tshisekedi d'accepter toutes ces conditions, tous ces préalables. Mais la question, elle reste simple. Quelle garantie l'AFC M23 donne au peuple congolais que si une fois on les recrutait, on les réintégrait dans les institutions, dans les services de défense et de sécurité, 2 ou 3 ans après, ils ne reprendront plus les armes. Parce que en 2028, il y aura élection. Or, généralement, ils prennent les armes soit à la veille de l'élection, soit après l'élection. Quelle garantie ils donnent qu'ils ne reprendront pas les armes parce qu'ils sont sincères dans ce qu'ils disent et que le peuple congolais peut leur faire confiance. Donc, voilà un peu la réflexion que nous avions à mener avec vous, à décortiquer avec vous, en laissant à chacun le soin de se poser des questions que nous ne nous sommes pas posées, mais nous avons voulu mettre sur la table les revendications de l'AFC M23 pour voir si réellement les causes qui ont poussé le M23 à prendre les armes, le M23 qui est dans la continuité de l'AFDL, du RCD, du CNDP, du M23, si ces raisons sont valables, et si les raisons qui ont poussé le M23 à prendre les armes sont les mêmes que celles qui ont poussé Corneille Nangaa à créer l'AFC, nous vous laissons le temps de ruminer, le temps de réfléchir, le temps d'analyser, d'aborder tous les autres points que nous n'avons pas abordés. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, le journal, le coulisses, la télé, le coulisses RDC TV, qui vous a accompagné dans cette réflexion, vous demande de liker, vous souhaite la bonne journée et n'oubliez pas de revenir sur nous. Merci beaucoup.